Je m'appelle Anna, j'ai 34 ans et je suis mère célibataire de deux enfants formidables, Lily et Jonas. Grandir dans une famille aisée semble être un rêve, mais derrière les apparences raffinées de notre villa se cachait une favoritisme qui profitait toujours à ma sœur Diana. Pendant des années, j'ai enduré les dîners dominicaux hebdomadaires où mes enfants et moi étions traités comme des citoyens de seconde zone. Mais le mois dernier, une simple commande à emporter a été le point de rupture qui a tout changé. Ce qui s'est passé lorsque j'ai enfin décidé de me défendre a choqué toute ma famille et a transformé nos vies à jamais. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ce soir-là, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo et cliquez sur le bouton S'abonner. Si vous avez déjà dû vous opposer à des membres toxiques de votre famille pour comprendre pourquoi une commande à emporter pouvait bouleverser des décennies de dynamique familiale, vous devez savoir ce que c'était que de grandir en tant que fille mal aimée. Mes parents, Richard et Eleanor Fischer, ont bâti un empire immobilier prospère à Munich, accumulant une fortune dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Notre maison d'enfance était une villa de 7 chambres avec des jardins soignés, une piscine et des logements pour le personnel. Mais tout ce luxe s'accompagnait d'un amour froid et conditionnel. Dès le début, ma sœur Diana a été l'enfant chéri. Elle était le portrait craché de notre mère, avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés, ses yeux verts et son sourire qui pouvait charmer n'importe qui. De 4 ans, mon aînée, Diana, a très tôt compris qu'elle pouvait obtenir tout ce qu'elle voulait simplement en le demandant. Ces récitals de ballet étaient nés des événements familiaux auxquels tout le monde devait assister. Ces œuvres d'art étaient encadrées par des professionnels et exposées en bonne place dans le couloir principal. Ces résultats de scolaire, même les plus modestes, étaient célébrés par de somptueuses fêtes. Moi, en revanche, j'étais la fille pragmatique et responsable. Mes cheveux bruns et mes yeux noisettes ressemblaient à ceux de ma grand-mère paternelle, que ma mère n'avait jamais particulièrement appréciés. Même si j'excellais à l'école et remportais plusieurs concours scolaires, mes résultats étaient accueillis par des commentaires tels que « C'est ce que nous attendons de toi, Anna » ou « Bien sûr que tu as bien réussi. Tu n'as rien d'autre pour te distraire. » Il n'y avait pas de fête pour mes réussites, pas de cadres spéciaux pour mes certificats. Quand est venu le moment d'aller à l'université, Diana a fréquenté la Sorbonne à Paris avec une généreuse allocation mensuelle malgré ses notes médiocres. J'ai obtenu une bourse d'études complète à l'université LMU de Munich, mais j'entendais encore des commentaires sur le fait que l'enseignement était une ambition bien modeste pour quelqu'un de mon milieu. Après l'université, le schéma s'est poursuivi. Diana a épousé Bradley, un cadre financier issu d'une autre famille, aisée, lors d'un mariage qui a coûté plus cher que la maison de la plupart des gens. J'ai rencontré Thomas, un architecte gentil et travailleur, lors d'une réunion entre amis communs. Lorsque nous nous sommes fiancés, la première question de ma mère a été de savoir si nous allions signer un contrat de mariage, ce qu'elle n'avait jamais mentionné à Diana. À l'âge adulte, Diana a continué à mener une vie privilégiée. Elle n'a jamais travaillé de sa vie, se consacrant plutôt à des galas de charité et à des clubs sociaux qui lui permettaient de nouer des relations avec d'autres familles riches. Mes parents lui ont offert, ainsi qu'à Bradley, une maison pour commencer leur vie commune comme cadeau de mariage et continuent à subventionner leur mode de vie. Pendant ce temps, j'ai fait carrière comme enseignante dans le primaire, trouvant une véritable satisfaction à aider les jeunes esprits à s'épanouir malgré un salaire modeste. Il y a 3 ans, ma vie soigneusement construite s'est effondrée lorsque j'ai découvert que Thomas avait une liaison avec une collègue. Le divorce a été rapide mais douloureux, me laissant élever nos enfants presque seuls. Thomas paie une pension alimentaire, mais il est souvent en retard et cela ne suffit jamais. Mes parents auraient pu m'aider pendant cette transition difficile, mais ils ont préféré me faire des remarques sur le fait que j'aurais dû faire plus d'efforts pour que mon mariage fonctionne et se demander pourquoi Thomas m'avait quitté. Malgré ces difficultés, je suis très fière de subvenir aux besoins de Lily et Jonas. Lily, qui a maintenant 10 ans, a hérité de mon amour des livres et passe des heures à dessiner et à écrire des histoires. Elle est sensible et attentionnée, toujours la première à remarquer quand quelqu'un est triste. Jonas, 8 ans, est notre petit scientifique, posant constamment des questions sur le fonctionnement des choses et menant des expériences dans notre petite cuisine. Les deux enfants sont toujours polis, ce que de nombreux enseignants ont souligné lors des réunions de parents. La tradition du dîner hebdomadaire du dimanche dans la villa de mes parents a commencé lorsque Diana et moi avons eu des enfants.
La famille doit se réunir régulièrement, insistait ma mère. Mais ces dîners sont rapidement devenus un autre lieu où les différences dans la façon dont nos enfants étaient traités étaient mises en évidence. Les enfants de Diana, Max, 12 ans, et Sophie, 9 ans, arrivent avec les derniers gadgets électroniques et des vêtements de marque. Ils interrompent les adultes qui parlent, exigent des plats spécifiques préparés spécialement pour eux et cassent fréquemment des objets sans que cela ait de conséquences. En revanche, mes enfants ont appris à ne parler que lorsqu'on leur adresse la parole lors de ces réunions, à accepter sans se plaindre tout ce qui leur est servi et à proposer leur aide pour le nettoyage, même si leur aide est généralement refusée, avec un « Nous avons du personnel pour cela, ma chère », dédaigneux. Les insultes subtiles et les commentaires passifs-agressifs ont été des compagnons constants lors de ces dîners. Et ce haut est tellement pratique. Je suppose que les enseignants doivent être économes dans leur garde-robe, ou les enfants ont l'air en bonne santé, même sans ces activités extrascolaires coûteuses. J'ai supporté ces commentaires, me disant que maintenir les liens familiaux était important pour mes enfants, malgré le coût émotionnel. Ces derniers mois, les mauvais traitements s'étaient sensiblement intensifiés. Diana venait de rentrer d'un séjour de 3 semaines aux Maldives, financé par nos parents pour lui permettre de se reposer mentalement. Pendant ce temps, je travaillais pendant les cours d'été pour pouvoir acheter de nouveaux vêtements scolaires à mes enfants qui grandissaient. Chaque semaine, Diana régalait tout le monde avec des récits de bungalows sur pilotis et de plages immaculées, tout en me lançant des regards suffisants. Mes parents rayonnaient de fierté devant la culture acquise par leurs filles et leurs petits-enfants, ignorant délibérément que mes enfants n'avaient jamais eu droit à des vacances en famille, même modestes. J'avais appris à ravaler ma fierté il y a des années, mais je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer ce dimanche soir, lorsqu'une simple commande de plats à emporter a révélé à quel point ma famille nous méprisait. Ce dimanche fatidique avait commencé comme n'importe quel autre jour de week-end dans notre modeste appartement de 2 chambres. Je m'étais réveillée tôt, même si c'était mon seul jour de grasse matinée, car Lily avait besoin d'aide pour son projet de science à rendre le lundi, et Jonas voulait s'entraîner à lire avec moi. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les rideaux de notre cuisine, tandis que je préparais des crêpes en forme de dinosaure, une petite tradition qui atténuait les contraintes de notre budget limité. « Maman, tu crois que grand-mère aimera le dessin que j'ai fait pour elle ?» demanda Lily, en rangeant soigneusement son dessin dans un dossier pour le garder en parfait état. Elle avait passé des heures à créer un portrait de famille, capturant minutieusement des détails tels que le motif de la broche préférée de ma mère. « C'est magnifique, ma chérie, je suis sûre qu'elle va l'adorer, lui ai-je répondu, même si, en mon fort intérieur, je craignais qu'il ne vienne s'ajouter à la pile de dessins de mes enfants qui ne semblaient jamais trouver leur place sur le réfrigérateur, contrairement aux créations souvent moins impressionnantes des enfants de Diana. À midi, j'aidais les enfants à préparer un strudel aux pommes maison pour le dîner. Mes parents ne s'attendaient pas à ce que Diana apporte quoi que ce soit à ses repas, mais j'avais été élevée dans l'idée que les invités ne devaient jamais arriver les mains vides. Même si nous étions une famille, je me suis toujours sentie davantage comme une visiteuse dans la maison de mon enfance. « Je peux saupoudrer la garniture, maman ?» demanda Jonas, se mettant sur la pointe des pieds pour regarder dans le saladier. « Bien sûr, mon chéri. N'oublie pas de faire comme je t'ai montré, comme si tu nourrissais des petits oiseaux. » Je lui ai montré le mouvement délicat à faire entre mes doigts. Alors que nous avions presque terminé, j'ai entendu un bruit inquiétant provenant de l'extérieur. En courant vers la fenêtre, j'ai vu du liquide s'écouler sous ma Volkswagen Golf vieille de 10 ans. Mon cœur s'est serré. Les réparations automobiles n'étaient certainement pas prévues dans le budget serré de ce mois-ci. « Tout va bien, maman ?» a demandé Lily, remarquant mon expression. « Juste un petit problème avec la voiture, ma chérie. Rien d'inquiétant. » J'ai esquissé un sourire. Je vais appeler Monsieur Weber. Mon voisin Weber était mécanicien et m'aidait parfois à régler de petits problèmes de voiture. 45 minutes et 100 € plus tard, Weber avait suffisamment réparé le problème pour que nous puissions nous rendre chez mes parents et revenir. Mais il m'a prévenu que je devrais bientôt faire réparer la voiture correctement. Cette dépense imprévue m'obligeait à reporter l'achat de nouvelles chaussures pour Lily, dont la paire actuelle était déjà très usée. Lorsque nous avons pris la route, nous avions déjà 30 minutes de retard. J'ai appelé ma mère pour l'informer,
mais elle m'a répondu par un soupir et une remarque sur la fiabilité étant une vertu. Le mal de tête lié au stress qui précédait toujours ces dîners de famille me martelait déjà les tempes. Nous nous sommes arrêtés devant l'imposante grille en fer forgé de la propriété de mes parents à 16h45, soit 45 minutes après l'heure d'arrivée prévue. L'allée circulaire était remplie de véhicules de luxe, dont le tout nouveau SUV Mercedes de Diana, que je n'avais jamais vu auparavant. Waouh, tante Diana a acheté une nouvelle voiture? A chuchoté Jonas, alors que nous transportions avec précaution le strudel aux pommes dans les marches en marbre menant à la grande entrée. On dirait bien, ai-je répondu de manière neutre, ne voulant pas nourrir de ressentiment chez mes enfants. Malgré le nœud que j'avais à l'estomac, le précédent véhicule de Diana avait moins d'1 an. La massive porte en chêne s'ouvrit avant que nous ayons pu sonner, révélant Margit, la gouvernante de longue date de mes parents, dont les yeux bienveillants nous offraient le seul accueil sincère auquel nous pouvions nous attendre. Ils sont dans le salon principal, Frohana, dit-elle doucement en prenant nos manteaux. L'ambiance est tendue aujourd'hui, ajouta-t-elle dans un murmure, notre code de longue date qui m'avertissait d'être particulièrement prudente. Alors que nous traversions le hall d'entrée caverneux, je remarquai plusieurs grandes valises, empilées près de l'aile réservée aux invités. Avant que je puisse m'interroger à leur sujet, la voix de ma mère retentit depuis le salon. « Tu as enfin décidé de nous rejoindre, Anna. Nous étions sur le point d'envoyer une équipe à ta recherche. » Ma mère était perchée sur son canapé antique préféré, un verre de vin blanc en cristal à la main, sans prendre la peine de se lever pour nous saluer. À 63 ans, Eleanor Fisher avait conservé la silhouette mince et la posture parfaite de ses débuts dans le monde, ses cheveux blonds argentés, étant teints et coiffés chaque semaine par un professionnel. « Je suis désolée de notre retard. Nous avons eu un problème avec la voiture, » expliquai-je en faisant avancer mes enfants. « Nous avons apporté le dessert. » Mon père leva à peine les yeux de son journal financier. « Margit, apporte ça à la cuisine, » ordonna-t-il, sans nous regarder. À 65 ans, Richard Fisher restait une figure imposante avec sa chevelure argentée et ses costumes sur mesure qu'il portait même pour les dîners en famille. Diana était allongée sur le canapé moelleux, parcourant son téléphone. « Encore un problème de voiture? Peut-être que si tu avais un véhicule fiable comme un adulte, » dit-elle avec un sourire narquois, en secouant ses cheveux parfaitement méchés. Ses enfants, Max et Sophie, étaient allongés par terre et jouaient avec ce qui semblait être des tablettes flambant neuves. « Grand-mère, grand-père, nous sommes là !» s'écria Sophie lorsqu'elle nous remarqua enfin, bondissant pour courir vers mes parents. « Vous m'avez apporté quelque chose ?» Ma mère s'est immédiatement illuminée, posant son verre de vin pour embrasser Sophie. « Ma chérie, j'ai trouvé la plus belle poupée dans le placard de l'entrée, celle que ta mère avait quand elle était petite. Margit l'a nettoyée pour toi. » Lily s'est avancée timidement, tendant le dessin qu'elle avait soigneusement réalisé. « Je l'ai fait pour toi, grand-mère. » Ma mère prit le papier entre 2 doigts, comme s'il risquait de tacher son chemisier en soie. « Comme c'est créatif, Margit peut le ranger en lieu sûr. » Le dessin fut remis à la gouvernante sans qu'elle y jette un second regard. Je ravalai ma déception et ma colère, posant une main rassurante sur l'épaule de Lily alors que son visage s'assombrissait. « C'est magnifique, Lily. Grand-mère pourra peut-être l'encadrer pour son bureau. » Ma mère a émis un son évasif et a reporté son attention sur Sophie, qui était déjà en train de déballer une poupée en porcelaine ancienne que j'ai reconnue comme étant celle que je n'avais jamais eu le droit de toucher quand j'étais enfant. Jonas se tenait maladroitement à mes côtés, regardant Max montrer sa nouvelle tablette de jeu à mon père, qui acquiesçait avec un intérêt apparent, ce qu'il n'avait jamais montré pour les réalisations scientifiques de Jonas. « Anna, on dirait que les enfants ont encore grandi et que leurs vêtements sont devenus trop petits, » observa ma mère d'un œil critique. « C'est un âge difficile, ils ont sans cesse besoin de nouvelles choses, n'est-ce pas ?» Avant que je puisse répondre, Diana intervint. « Eh bien, certaines d'entre nous planifient ces choses à l'avance, maman. Tout le monde n'attend pas que ses enfants aient l'air de s'habiller dans des friperies. » Cette cruauté désinvolte me serra le cœur, mais des années de pratique m'aidèrent à garder une expression neutre. « Tout va bien, merci, » répondis-je simplement. Alors que nous nous installions dans cette conversation inconfortable avant le dîner, je remarquai d'autres signes indiquant que quelque chose était inhabituel aujourd'hui. Diana ne cessait de mentionner que son mari Bradley était en déplacement professionnel pour une durée indéterminée.
un détail qu'elle répétait avec un accent étrange. Mon père semblait distrait, consultant fréquemment son téléphone avec un froncement de sourcils, et ma mère, toujours l'hôtesse parfaite, n'avait même pas pris la peine de nous proposer des rafraîchissements. Après environ 20 minutes de cette interaction tendue, ma mère a soudainement annoncé: je suis tout simplement trop épuisée pour cuisiner ce soir. Après avoir organisé le déjeuner du club de jardinage hier, nous allons commander des plats à emporter. C'était sans précédent. En 15 ans de dîners dominicaux, ma mère n'avait jamais suggéré de commander à emporter, faisant souvent des commentaires acerbes sur les personnes qui ne se donnent pas la peine de préparer de vrais repas familiaux. Mon père acquiesça. Excellente idée. Nous ne lésinerons pas sur les dépenses. Les enfants auront tout ce qu'ils veulent. La façon dont il insista sur les enfants, tout en regardant uniquement les enfants de Diana, indiquait clairement de quels petits-enfants il parlait. Alors que Margit distribuait les boissons, notamment du jus de fruits frais pour les enfants de Diana et de l'eau du robinet pour les miens, j'eus le sentiment distinct que la tension inhabituelle qui régnait dans la pièce était en quelque sorte liée à moi, même si je ne pouvais pas encore imaginer comment. Rassemblons-nous tous dans le salon pour décider ce que chacun veut, annonça ma mère, nous conduisant du salon formel à la pièce à vivre plus spacieuse, avec ses plafonds cathédrales et ses baies vitrées donnant sur les jardins arrière soigneusement entretenus. Cette pièce, comme tous les espaces de la maison de mes parents, était impeccablement décorée d'antiquités et d'œuvres d'art inestimables, que les enfants n'avaient généralement pas le droit de toucher. Les enfants de Diana, cependant, se sont immédiatement affalés sur le canapé, couleur crème, sans même enlever leurs chaussures, laissant de petites traces de saleté que Margit nettoierait plus tard discrètement. Mes enfants se sont perchés prudemment sur le bord d'une causeuse, leur posture parfaite grâce à des années passées à leur rappeler de ne pas s'affaler, comme les gens du peuple. Je m'assis à côté d'eux, calculant déjà mentalement combien d'argent je pouvais me permettre de contribuer à ce repas, à emporter inattendu sans complètement faire dérailler notre budget de la semaine. Mon père sortit un petit carnet en cuir et un stylo en or de la poche de sa chemise, des objets qu'il utilisait généralement pour noter des idées d'investissement ou les coordonnées de ses importants associés. Bon, qu'allons-nous commander, Éléonore? Pourquoi ne demandes-tu pas aux enfants ce qu'ils aimeraient manger? Ma mère sourit chaleureusement en se tournant vers les enfants de ma sœur. Max, Sophie, qu'aimeriez-vous manger ce soir? Tout ce que vous voulez. Max leva à peine les yeux de sa tablette. Je veux des sushis. Pas les sushis habituels. Je veux les Dragon Rolls spéciaux avec des paillettes d'or, comme ceux que nous avons mangés à Tokyo. Sophie enroula une mèche de cheveux autour de son doigt. Je veux des pâtes de ce restaurant italien, celles avec la sauce à la truffe qui coûte plus cher, et du pain à l'ail et du tiramisu. Mon père nota consciencieusement leur commande en approuvant d'un signe de tête. Excellent choix. Je crois que le nouveau restaurant japonais du centre-ville propose des plats avec des paillettes d'or, et nous pouvons certainement commander des pâtes chez Vincenzo. Diana s'étira paresseusement sur le canapé. Je prendrai le saumon poêlé avec cet incroyable risotto de chez Vincenzo. Et peut-être un peu de leur eau pétillante importée. Ma mère acquiesça et regarda mon père. Richard, et toi? Je pense que je vais prendre la même chose que Max, les sushis. Peut-être aussi un peu de saké, répondit-il, tout en continuant à écrire dans son carnet. Pendant cet échange, je remarquai que mes enfants chuchotaient discrètement entre eux, essayant de décider ce qu'ils commanderaient quand leur tour viendrait. Les yeux de Lily s'illuminèrent à l'évocation des pâtes, son plat préféré, mais que nous nous offrions rarement au restaurant en raison de son coût. Jonas calculait, mentalement, s'il pourrait commander un hamburger, son choix habituel pour les occasions spéciales. Je leur ai souri pour les encourager, pensant que malgré les tensions habituelles au sein de la famille, ils pourraient au moins profiter d'un repas spécial. Peut-être que ce dîner, à emporter inattendu, serait en fait un changement agréable par rapport aux repas formels habituels, où on leur rappelait constamment les bonnes manières à table et où on les décourageait de parler, à moins qu'on ne leur adresse la parole. Après que ma mère eut fini de passer sa commande, un silence gênant s'installa dans la pièce. Mes enfants regardaient leurs grands-parents avec impatience, attendant qu'on leur demande ce qu'ils voulaient manger. J'attendais moi aussi, ne voulant pas paraître présomptueuse en parlant sans y être invitée dans la maison de mes parents, une habitude profondément ancrée depuis mon enfance.
Le silence s'est prolongé pendant près de 30 secondes, avant que je ne demande doucement: Lily, Jonas, qu'est-ce que vous aimeriez manger? Avant que l'un ou l'autre des enfants n'ait pu répondre, le visage de ma mère s'est transformé en un masque froid que je connaissais trop bien depuis mon enfance. D'un geste dédaigneux de sa main manucurée, elle a déclaré d'un ton sec: Vos enfants peuvent de manger les restes qui se trouvent dans la cuisine. Ils ne sont pas des invités ici. Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme un coup physique. J'eus l'impression que tout l'oxygène avait été aspiré de la pièce tandis que j'essayais d'assimiler ce que ma mère venait de dire. À côté de moi, je sentis Lily se raidir et la petite main de Jonas serrer la mienne fermement. Avant que je puisse formuler une réponse, Diana laissa échapper un petit rire. Et n'oublie pas, Anna, je reste toute la semaine, donc tu te charges aussi de mes repas. Elle examina ses ongles parfaits avant d'ajouter: Bradley est en déplacement professionnel, et je ne supporte tout simplement pas d'être seule dans notre maison. Maman et papa ont accepté que je reste ici, et comme ils prennent en charge les dépenses de Max et Sophie, tu peux te charger des miennes. Mon esprit s'emballa pour essayer de comprendre cette situation bizarre. Pourquoi devrais-je prendre en charge les frais de repas de Diana dans la maison de nos parents? Pourquoi mes enfants devaient-ils manger les restes de la cuisine? Que se passait-il? Mon père s'éclaircit la gorge d'un ton autoritaire, ce qui me ramena à d'innombrables moments de mon enfance où il rendait son jugement sur l'un de mes échecs supposés. Et ne reste pas là à avoir l'air perplexe. Va mettre la table comme une bonne petite servante. C'est à ça que tu sers, n'est-ce pas? T'occuper des détails dont personne d'autre ne veut se soucier. À ce moment-là, quelque chose s'est cristallisé en moi. Des années de remarques désobligeantes subtiles et moins subtiles, de manipulations financières, de voir mes enfants traités comme moins dignes que leurs cousins, tout cela s'est condensé en un seul point de clarté. Ce n'était pas une réunion de famille, c'était un jeu de pouvoir destiné à établir une domination avant que quelque chose d'autre ne se produise. Les valises dans le couloir, les commentaires de Diana sur le fait de rester toute la semaine, l'attention inhabituelle. Tout cela a soudainement pris sens. J'ai regardé les visages de mes enfants, j'ai vu la douleur et la confusion dans leurs yeux, et j'ai pris une décision qui allait tout changer. À cet instant figé, des souvenirs ont défilé dans mon esprit comme une série d'instantanés. Noël dernier, lorsque les cadeaux que Lily avait soigneusement préparés pour ses grands-parents ont été ouverts avec des sourires forcés et immédiatement mis de côté, tandis que la carte dessinée, à la hâte par Sophie, a été encadrée sur le champ. Le 7e anniversaire de Jonas, lorsque mes parents sont arrivés avec 3 heures de retard avec des cadeaux extravagants pour Max afin qu'il ne se sente pas exclu, mais rien pour le garçon dont c'était l'anniversaire. L'automne dernier, lorsque ma mère a déclaré que mon strudel aux pommes fait maison était correct pour quelqu'un qui n'a pas suivi de formation culinaire, avant de servir à la place des desserts achetés en magasin. Pendant des années, j'avais accepté ce traitement, me disant qu'il était important pour mes enfants d'avoir une relation avec leurs grands-parents, malgré le coût émotionnel. Je m'étais convaincue qu'endurer l'humiliation était en quelque sorte noble, que tendre l'autre joue enseignait à mes enfants la patience et la résilience. Mais en voyant leurs yeux baissés, je me suis rendu compte que je leur avais enseigné quelque chose de bien plus néfaste, qu'ils devaient accepter d'être traités comme des êtres inférieurs, indignes du respect élémentaire. Avec un calme qui m'a moi-même surprise, j'ai pris les mains de mes enfants. Lily, Jonas, nous partons, ai-je dit calmement mais fermement. Mon père a levé brusquement la tête de son cahier. Ne sois pas ridicule, Anna. Tu exagères, comme d'habitude. Personne ne part, a ajouté ma mère avec un sourire glacial. Tu fais toujours ça, tu fais une scène pour rien. Les enfants peuvent prendre des sandwichs dans la cuisine. Ce n'est pas comme s'ils appréciaient la bonne cuisine de toute façon. Diana a roulé des yeux de manière théâtrale. Voilà le numéro de la martyre. Pauvre Anna, toujours persécutée, accepte simplement que certaines personnes comptent plus que d'autres, c'est la vie. Je me suis levée, tenant toujours la main de mes enfants. Non, c'est ta vie, pas la nôtre. Plus maintenant. Mon père a fait un geste dédaigneux de la main. Assieds-toi, Anna. Ce comportement enfantin est embarrassant. Nous avons des questions importantes à discuter après le dîner concernant les finances familiales. Quelque chose dans son ton confirma mes soupçons. Il se passait ici plus que les habituelles luttes de pouvoir. Mais quelle que soit la crise ou le complot qui se tramait,
Je réalisais soudain que je m'en moquais. J'avais passé toute ma vie à me soucier trop de ces gens qui se souciaient si peu de moi ou de mes enfants. Je suis sûre que vous avez des sujets importants à discuter, mais ils devront attendre une autre fois, répondis-je en guidant mes enfants vers la porte. Le visage de ma mère exprima une surprise sincère, comme si elle ne s'était vraiment pas attendue à ce que je parte. Tu ne peux pas simplement partir. Et la loyauté familiale? L'ironie de sa déclaration était si profonde que j'ai failli rire. La loyauté va dans les deux sens, maman. Lorsque nous avons atteint le couloir, je me suis agenouillée pour me mettre à la hauteur de mes enfants. Allez chercher vos vestes, s'il vous plaît. Nous allons dîner ailleurs ce soir. Leurs yeux s'écarquillèrent, à la fois confus et soulagés. Tu es sûre, maman? Murmura Lily. Grand-mère a l'air vraiment en colère. J'en suis certaine, ma chérie. Nous méritons d'être traités avec respect. Et si nous ne pouvons pas trouver cela ici, nous irons ailleurs. Alors que les enfants allaient chercher leur veste auprès de Margit, qui se tenait à proximité avec une expression compatissante, Diana est apparue dans l'embrasure de la porte du couloir. Tu sais qu'ils ne t'ont invité aujourd'hui que parce qu'ils ont besoin de quelque chose de toi, a-t-elle dit, sa voix dégageant un étrange mélange de méchanceté et de quelque chose qui ressemblait presque à de l'envie. Ils allaient te demander de nous laisser, moi et les enfants, rester chez toi pendant un certain temps. Mais je leur ai dit que tu n'accepterais jamais, à moins qu'ils ne te cassent d'abord. Tout s'est mis en place. Rester chez moi? Pourquoi aurais-tu besoin de rester chez moi? Diana examina ses ongles manucurés, évitant le contact visuel. Juste quelques ajustements financiers temporaires. La société de Bradley est en restructuration. Rien de grave. Poup. Avant que je puisse assimiler cette révélation, mon père apparut derrière Diana. Anna, arrête immédiatement ces absurdités. Ta sœur a besoin de ton aide, et en tant que membre de la famille, tu es obligée de la lui apporter. Mon appartement de 2 chambres, que tu as maintes fois qualifié de boîte à chaussures déprimante, est soudainement devenu un logement acceptable pour Diana et ses enfants? Demandai-je, l'absurdité de la situation devenant de plus en plus évidente. Ce n'est que pour quelques mois, le temps que nous réglions certaines questions d'investissement, répondit mon père d'un ton sec. Ta sœur a un certain niveau de vie qu'il faut maintenir. Et mes enfants? Que vaut leur niveau de vie pour cette famille? Ma mère apparut alors, complétant le mur de désapprobation qui m'entourait. Tu es égoïste, Anna. Ta sœur se trouve dans une situation délicate en ce moment. Lily et Jonas revinrent avec leurs vestes et se tinrent près de moi, sentant la tension. Je posai mes mains protectrices sur leurs épaules. Nous partons, maintenant. Si vous voulez discuter du séjour de Diana chez nous, vous pouvez appeler demain et demander correctement, avec le respect que vous accorderiez à tout autre adulte à qui vous demandez une aide importante. Diana ricana. Elle part vraiment. Je vous avais dit qu'elle était devenue difficile depuis le divorce. Alors que nous nous dirigions vers la porte, mon père a lancé « Si vous partez maintenant, ne comptez pas sur notre aide lorsque vous en aurez inévitablement besoin. » Et la loyauté familiale n'est pas quelque chose que l'on peut simplement ignorer quand cela ne nous arrange pas. Je me suis arrêtée, regardant les 3 personnes qui se tenaient à là, unies dans leur sentiment de droit et leur condescendance. Je n'ai jamais reçu votre aide quand j'en avais besoin. Pas quand Thomas est parti, ni quand j'avais besoin d'une garde d'enfants pour garder mon emploi, ni quand Lily a eu besoin d'un appareil dentaire. Ce que j'ai reçu, ce sont des jugements, des critiques et des rappels constants que nous sommes en quelque sorte moins importants que le reste de cette famille. Cela prend fin ce soir. Sur ces mots, j'ai guidé mes enfants vers la sortie, ignorant les protestations qui continuaient derrière nous. Alors que nous marchions vers la voiture, Jonas m'a regardé avec de grands yeux. On a des ennuis, maman? Je lui ai serré la main pour le rassurer. Non, mon chéri. Je pense que nous sommes enfin sortis d'affaires. Alors que nous nous éloignions de la villa, j'ai ressenti une étrange légèreté, malgré l'incertitude qui nous attendait. J'ai jeté un coup d'œil à mes enfants dans le rétroviseur, remarquant leurs expressions confuses mais soulagées, et j'ai pris une décision spontanée. Que diriez-vous d'aller dîner chez Maximilian ce soir? Leurs cris de joie m'ont tout dit. Maximilian's était le genre de restaurant haut de gamme devant lequel nous passions en voiture sans jamais y entrer. Le genre d'endroit où un seul repas coûterait plus cher que notre budget hebdomadaire pour les courses. Mais ce soir-là,
il me semblait important de faire une déclaration, non pas à ma famille, mais à mes enfants et à moi-même. Nous valions mieux que les restes de la cuisine de n'importe qui. Le Maximilian's Steakhouse se dressait comme un îlot élégant baigné d'une lumière dorée et chaleureuse au milieu des ombres du centre-ville en soirée. Le voiturier a légèrement haussé les sourcils en voyant notre modeste Volkswagen, mais il nous a ouvert les portes avec le même panache qu'il avait montré à la Mercedes devant nous. Je lui ai tendu les clés, avec un pourboire moins généreux que d'habitude, mais c'était tout ce que je pouvais me permettre. Bienvenue chez Maximilien, nous a accueillis l'hôtesse, son sourire professionnel vacillant brièvement lorsqu'elle a évalué notre tenue décontractée du dimanche au milieu d'une mer de costumes et de robes de cocktail. Avez-vous réservé? Non, j'ai bien peur que non, ai-je admis, me demandant soudain si cette décision impulsive allait se solder par une déception. À ma grande surprise, l'hôtesse a vérifié sa tablette et a hoché la tête. Nous avons eu une annulation. Nous pouvons vous installer dans environ 15 minutes, si cela vous convient? Le soulagement devait se lire sur mon visage. Ce serait parfait. Merci. Alors que nous attendions dans le luxueux hall d'entrée, Lily a tiré sur ma manche. Maman, on peut vraiment manger ici? Ce n'est pas super cher? Je me suis agenouillée à sa hauteur, croisant son regard inquiet. Ce soir, c'est spécial, ma chérie. Parfois, nous avons besoin de nous rappeler notre propre valeur, et c'est l'un de ces moments. Jonas avait les yeux écarquillés, admirant les boiseries sombres et les lustres en cristal. Cet endroit est chic, a-t-il murmuré avec admiration. Est-ce qu'ils ont des hamburgers? J'ai ri doucement. Probablement, et tu peux commander tout ce que tu veux ce soir. Lorsque nous nous sommes enfin assis à une table recouverte d'une nappe blanche immaculée, un serveur était rapidement apparu avec des menus reliés en cuir et un sourire sincère. Bonsoir, je m'appelle Anton et je m'occuperai de vous ce soir. Puis-je commencer par vous proposer quelque chose à boire? Les enfants commandèrent des boissons gazeuses, un plaisir rare dans notre foyer, tandis que je me laissais tenter par un verre de vin, chose que je ne faisais presque jamais en raison du coût et de la nécessité de toujours garder l'esprit clair en tant que parent célibataire. Lorsqu'Anton revint avec nos boissons, nous passâmes notre commande. Jonas choisit effectivement un hamburger, mais celui-ci était accompagné de cheddar, affiné et d'aioli à la truffe. Lily a choisi du saumon grillé avec des légumes rôtis, tandis que j'ai opté pour un plat de poulet à prix modique, toujours soucieuse des coûts malgré ma bravade précédente. Alors qu'Anton s'éloignait avec nos commandes, Lily m'a regardé d'un air interrogateur. Est-ce que grand-mère et grand-père sont en colère contre nous maintenant? J'ai bu une gorgée de vin, réfléchissant à la réponse à donner. Ils sont probablement contrariés, oui, mais être contrarié ne donne à personne le droit de traiter les autres avec méchanceté. Pourquoi grand-mère a-t-elle dit que nous devrions manger des restes? A demandé Jonas, le visage marqué par la confusion. Avons-nous fait quelque chose de mal? Sa question m'a fait mal au cœur, à l'idée qu'il puisse croire qu'il méritait un tel traitement. Non, mon chéri. Tu n'as absolument rien fait de mal. Parfois, les adultes ont des sentiments compliqués qui les poussent à dire des choses méchantes, mais cela reflète leur personnalité, pas la tienne. Tante Diana va-t-elle vraiment venir vivre avec nous? Demanda Lily, l'inquiétude perceptible dans sa voix. Notre appartement est si petit et Max et Sophie ne sont pas très gentils avec nos affaires. Je me penchai par-dessus la table pour lui serrer la main. Non, ma chérie. Nous n'aurons pas d'invités chez nous de sitôt. Notre maison est un autre refuge et c'est nous qui décidons qui y entre. Au fil de la conversation, je vis mes enfants se détendre progressivement, leurs épaules se relâcher et leurs sourires devenir plus sincères. Ils se mirent à parler de l'école et de leurs amis, la tension du début s'évanouissant dans ce luxe inattendu. Lorsque nos plats arrivèrent, magnifiquement présentés et en portions suffisamment généreuses pour garantir des restes, les yeux des deux enfants s'écarquillèrent. « C'est le plus gros hamburger que j'ai jamais vu !» s'exclama Jonas. « Mon saumon est décoré de fleurs !» s'est émerveillée Lily, en référence à la garniture comestible. Nous avons savouré chaque bouchée, la qualité exceptionnelle, rendant même les plats familiers extraordinaires. En regardant mes enfants profiter de ce rare festin, j'ai réalisé que je ne les avais jamais vraiment défendus auparavant. Je leur avais appris à tolérer le manque de respect, à accepter moins que ce qu'ils méritaient,
Tout cela au nom du maintien de liens familiaux qui étaient là, toxiques dans leur essence même. Je dois aller aux toilettes, leur ai-je dit lorsque nous avons terminé notre plat principal. Je reviens tout de suite. Voulez-vous regarder la carte des desserts pendant mon absence? Leurs hochements de tête enthousiastes m'ont fait sourire tandis que je traversais le restaurant. Une fois dans les toilettes élégantes, j'ai sorti mon téléphone et l'ai regardé longuement avant de passer un appel que j'aurais dû passer il y a des années. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'une voix familière ne réponde. Anna, c'est toi ma chérie? Bonjour ma reine Patricia, ai-je dit, la voix légèrement étranglée. J'espère que je n'appelle pas trop tard. Patricia Montgomery était la colocataire de ma mère à l'université et autrefois sa meilleure amie, avant une dispute il y a plusieurs décennies que ni l'une ni l'autre ne m'a jamais vraiment expliquée. Elle était restée ma marraine malgré leur brouille, m'envoyant des cartes d'anniversaire et des cadeaux pour mes diplômes, même si mes parents m'avaient découragée de rester en contact étroit avec elle. À 72 ans, Patricia était veuve, sans enfant, et, selon les ragots de la famille, extrêmement riche grâce aux investissements technologiques de son défunt mari. Il n'est jamais trop tard pour avoir de tes nouvelles, ma chérie. Mais j'avoue que je suis surprise. Tout va bien? Tu as l'air bouleversée. Sa chaleur et son inquiétude ont brisé le mur émotionnel que j'avais érigé toute la soirée. Dans un flot de paroles, je me suis retrouvée à tout lui raconter, des années de mauvais traitements, subtils à la cruauté flagrante de ce soir. Je lui ai parlé de mes enfants, à qui on disait de manger les restes, des problèmes financiers apparents de Diana, des tactiques manipulatrices de mon père. Il y eut un long silence lorsque j'eus fini de parler, et pendant un instant, je craignis d'avoir dépassé les bornes en me confiant à quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. J'attendais cet appel depuis très longtemps, Anna, dit finalement Patricia, d'une voix à la fois triste et résolue. Je me suis toujours demandé quand tu atteindrais ton point de rupture avec eux. Tu le savais? Demandai-je surprise. Bien sûr que je le savais. Pourquoi penses-tu qu'Éléanore et moi nous sommes disputés? Je lui ai reproché la façon dont elle te traitait quand tu n'étais qu'une enfant. Richard montrait déjà une préférence flagrante pour Diana, et j'ai dit à Éléonore qu'elle devait faire contrepoids pour que tu te sentes aimée de la même manière. Elle m'a accusée de m'immiscer dans son rôle de mère, et m'a dit de ne plus jamais en parler si je voulais rester dans ta vie. Je me suis appuyée contre le comptoir en marbre, absorbant cette révélation. Je ne savais pas. Ta mère m'a clairement fait comprendre que si je t'en parlais, elle m'empêcherait de te voir. Je suis donc restée en retrait, t'envoyant des cadeaux, te regardant de loin, espérant que tu finirais par découvrir la vérité par toi-même. Et maintenant, c'est fait, ai-je dit doucement. Et maintenant, c'est le cas, acquiesça-t-elle. Et maintenant, que va-t-il se passer, ma chérie? Je pris une profonde inspiration. Je ne sais pas. Je viens de quitter ma famille. Diana a apparemment besoin d'un endroit où loger, ce qui suggère qu'ils ont des problèmes financiers qu'ils n'ont pas révélés. Ma voiture a besoin de réparations que je ne peux pas vraiment me permettre, et je viens d'emmener mes enfants au Maximilian's Steakhouse, entre tous les endroits possibles. Patricia éclata d'un rire chaleureux et sincère. Bravo, un choix parfait pour ta déclaration d'indépendance. Une déclaration que je ne peux pas me permettre, admis-je avec regret. Anna, je dois te dire quelque chose. J'ai toujours prévu de te laisser un héritage important. Ta mère le sait, ce qui est probablement une autre raison pour laquelle elle t'a maintenue attachée à la famille, malgré le coût émotionnel. Mais je ne vois aucune raison d'attendre ma mort pour que tu puisses bénéficier de mes ressources. Patricia, je ne t'ai pas appelée pour te demander de l'argent, protestai-je, horrifiée à l'idée qu'elle puisse penser que c'était ma motivation. Je sais que ce n'est pas le cas. C'est précisément pour cela que je veux t'aider. J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en plusieurs vies et je n'ai pas d'héritier direct. J'aimerais créer immédiatement un fonds pour toi et les enfants, sans attendre mon décès. Ma tête tournait à cause de toutes ces implications. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, et ensuite écoute attentivement, car il y a autre chose que tu devrais savoir au sujet de la situation actuelle de tes parents. Quelque chose qui explique le besoin soudain de Diana de trouver un logement. Pendant les 5 minutes qui suivirent, Patricia me révéla des informations qui me firent m'agripper au comptoir pour ne pas tomber. Apparemment, l'entreprise de mon père était en difficulté depuis des années, un fait qu'il avait caché à presque tout le monde.
De mauvais investissements récents les avaient poussés au bord de l'insolvabilité. La villa avait été hypothéquée plusieurs fois, Patricia elle-même détenant le prêt le plus récent, après que les banques aient refusé de leur accorder un nouveau financement. Ils ont 3 mois de retard dans leur paiement, m'expliqua-t-elle. Je n'ai pas insisté parce que j'attendais de voir comment ils allaient gérer la situation. Si, finalement, ils te traiteraient comme un membre de la famille à part entière lorsqu'ils auraient comment besoin d'aide. Le comportement de ce soir répond définitivement à cette question. Lorsque je revins à table, je trouvais mes enfants en train de partager joyeusement un énorme dessert au chocolat, leur visage illuminé par la joie procurée par le sucre. Mon téléphone avait commencé à vibrer à plusieurs reprises dans mon sac à main, les noms de mes parents et de ma sœur clignotant sur l'écran. Je l'ai mis en mode silencieux, sans répondre. Tout va bien, maman demanda Lily, perspicace comme toujours. Je souris, ressentant une véritable légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. Tout va mieux que bien, ma chérie. Je pense que les choses sont sur le point de changer pour nous de manière très positive. Après avoir payé l'addition, ce qui ne m'a causé qu'un bref pincement au cœur lié à mes soucis financiers, maintenant que je savais que de l'aide allait arriver, nous sommes rentrés chez nous, dans notre petit appartement. Pendant tout le trajet, mon téléphone a continué à vibrer, m'envoyant des appels et des SMS que j'ai continué à ignorer. Quelle que soit la crise qui se déroulait chez mes parents, elle attendrait jusqu'au lendemain. Ce soir-là était consacré à mes enfants, à la reconstruction de ce qui avait été endommagé par des années où nous avions accepté moins que ce que nous méritions. Ce soir-là marquait le début de quelque chose de nouveau. Nous sommes arrivés à notre modeste immeuble peu après 21 heures, les enfants discutant avec enthousiasme de leur expérience gastronomique inattendue. Notre appartement au 2e étage sans ascenseur n'avait jamais autant ressemblé à un sanctuaire que ce soir-là. Sa petite taille semblant soudainement confortable plutôt qu'exiguë, sa simplicité honnête plutôt que déficiente. On peut regarder un film avant d'aller se coucher, maman a demandé Jonas, encore sous le coup de notre soirée inhabituelle. Un dimanche normal, j'aurais insisté pour qu'il se couche tôt afin de se préparer pour la semaine d'école à venir. Mais rien n'avait été normal ce jour-là, et je me suis surprise à acquiescer. Un court-métrage, choisissez-le vous-même. Alors que les enfants s'installaient, sur notre canapé usé mais confortable avec un film Disney, j'ai enfin consulté mon téléphone. 27 appels manqués et 43 SMS m'attendaient, leur urgence rayonnant pratiquement de l'écran. Les SMS racontaient une histoire de panique croissante. De ma mère, Anna, arrête de te comporter comme une enfant et reviens immédiatement. De mon père, ta sœur a besoin de ton aide, c'est une affaire de famille. De Diana, tu as toujours été égoïste, maman et papa sont furieux. Au fil du temps, le ton a radicalement changé. De ma mère, rappelle-nous, s'il te plaît, nous devons discuter de choses importantes. De mon père, Anna, c'est urgent, la situation financière nécessite une discussion familiale. De Diana, écoute, je suis désolée pour le commentaire sur les restes de cuisine, rappelle-nous, c'est tout. Et enfin, les messages les plus récents. De ma mère, Patricia nous a appelés. S'il te plaît, nous devons parler. De mon père, peu importe ce que Patricia t'a dit, nous pouvons t'expliquer. Ne prends aucune décision pour l'instant. De Diana, vas-tu vraiment laisser Patricia Montgomery te monter contre ta propre famille après tout ce que nous avons fait pour toi? J'ai failli rire à ce dernier message, tant il était audacieux de prétendre qu'ils avaient fait quoi que ce soit pour moi, alors que la réalité était tout autre. J'ai remis mon téléphone en mode silencieux et j'ai rejoint mes enfants pour regarder le film, décidant que le drame qui se déroulait pouvait attendre le lendemain matin. Après avoir bordé les enfants dans leur lit, en leur donnant des câlins supplémentaires et en les rassurant sur le fait qu'ils n'avaient rien fait de mal chez leurs grands-parents, je me suis préparée pour la semaine à venir en préparant leurs vêtements pour l'école et leur déjeuner comme je le faisais toujours le dimanche soir. Cette routine était réconfortante, me rappelant que malgré le séisme émotionnel de la soirée, notre vie quotidienne continuerait. J'ai étonnamment bien dormi et je me suis réveillée tôt pour appeler l'école et demander un jour de congé exceptionnel. La directrice, connaissant mon assiduité parfaite, a immédiatement accepté. J'ai ensuite appelé ma voisine Sandra, qui gardait parfois mes enfants après l'école, et je lui ai demandé de les prendre pour la journée. À 9 heures pile, on a frappé à la porte de mon appartement.
Patricia se tenait là, élégante, dans un simple tailleur-pantalon, bleu marine, ses cheveux argentés coiffés en carré classique. Derrière elle, se tenait un homme à l'air sérieux, muni d'une mallette en cuir. Bonjour, ma chère, m'a-t-elle salué en me serrant chaleureusement dans ses bras. Voici R. Greenberg, mon avocat. J'espère que cela ne vous dérange pas que je l'ai amené, mais après notre conversation d'hier soir, j'ai pensé qu'il était prudent de formaliser immédiatement certaines dispositions. Nous nous sommes installés à ma petite table de cuisine avec un café, l'avocat rangeant efficacement les documents à côté de lui. Patricia m'expliqua qu'elle avait effectivement appelé mes parents après notre conversation pour les informer qu'elle allait accélérer le calendrier de certaines questions financières. L'hypothèque sur leur propriété est désormais officiellement en défaut de paiement, expliqua-t-elle. Normalement, cela déclencherait une longue procédure de saisie, mais notre accord contient une clause qui accélère le calendrier en cas de... Elle jeta un coup d'œil à son avocat, qui précisa changement défavorable important de la situation financière. R. Greenberg s'est éclairci la gorge. En termes simples, Fro Montgomery a le droit légal d'exiger le remboursement immédiat de la totalité du prêt sur la base d'informations concernant d'autres dettes et de fausses déclarations financières qui ont récemment été révélées. Je les ai regardés fixement, essayant de comprendre les implications. Êtes-vous en train de dire que mes parents pourraient perdre leur maison? Patricia m'a tapoté la main doucement. Ils allaient la perdre de toute façon, Anna. L'entreprise de Richard est déficitaire depuis près de 3 ans. Il emprunte des sommes de plus en plus importantes à des taux d'intérêt exorbitants pour sauver les apparences. Bradley, le mari de Diana, n'est pas parti en voyage d'affaires. Il l'a quittée après avoir découvert qu'elle avait secrètement hypothéqué leur maison pour rembourser ses dettes de carte de crédit. La maison est saisie, c'est pourquoi elle avait besoin d'un endroit où loger. Ces révélations me donnèrent donc le vertige. La famille riche et parfaite à laquelle je m'étais toujours sentie inférieure n'était qu'une façade, qui s'effondrait de l'intérieur tout en conservant des apparences impeccables. Qu'est-ce que tout cela signifie pour eux? Pour nous? Demandai-je. R. Greenberg fit glisser un document vers moi. Madame Montgomery aimerait créer une fiducie pour vous et vos enfants. Le financement initial serait de 5 millions d'euros, avec des provisions pour les frais d'éducation, le logement et les soins de santé. Vous seriez le fiduciaire et auriez un pouvoir discrétionnaire total sur les distributions. J'ai failli m'étouffer avec mon café. 5 millions d'euros? Patricia a souri. Une petite partie de ce dont vous hériterez à terme, mais suffisamment pour assurer votre indépendance immédiate. Il y a également une disposition pour l'achat d'une nouvelle maison si vous souhaitez déménager. Alors que j'essayais d'assimiler cette offre qui allait changer ma vie, on frappa à nouveau à la porte. Cette fois, les coups étaient plus insistants. J'ouvris et découvris toute ma famille devant moi. Mon père, débraillé, sans sa veste de costume habituelle, ma mère, les cheveux inhabituellement décoiffés. Diana, les yeux rougis, vêtue de ce qui semblait être les mêmes vêtements que la veille, et ses enfants, l'air confus et grincheux. « Il faut qu'on parle, » dit mon père sans préambule, essayant de me bousculer pour entrer dans l'appartement. Je restai ferme sur le seuil. Ce n'est pas le bon moment. Ma mère regarda derrière moi, les yeux écarquillés à la vue de Patricia et de l'avocat assis à ma table de cuisine. « Alors c'est vrai. Tu t'es rangé de son côté contre ta propre famille. » Patricia se leva et s'approcha de la porte. Éléanore, Richard, Diana, quelle surprise! J'ai acquis ce droit lorsque tu m'as hypothéqué ta propriété, Richard, répondit Patricia froidement. Et lorsque tu n'as pas respecté notre accord? Diana s'avança, perdant son sang-froid. Anna, tu dois nous aider, ils vont tout prendre. Où mes enfants sont-ils censés vivre? Pour la première fois, je regardais vraiment ma sœur, voyant au-delà de son apparence parfaite la femme paniquée qui se cachait derrière. Malgré tout, je ressentis un élan de compassion. Pas pour elle, mais pour ses enfants, qui étaient innocents dans toute cette histoire. Peut-être devrions-nous tous entrer et discuter de cela civilement, suggérai-je en reculant pour leur permettre d'entrer. Les enfants peuvent regarder la télévision dans la chambre pendant que nous parlons. Une fois Max et Sophie installés dans la chambre avec la tablette de Jonas, les adultes se sont réunis dans mon petit salon, formant un tableau inconfortable de dysfonctionnement familial.
Mon père s'est immédiatement lancé dans des accusations contre les tactiques sournoises de Patricia et ma trahison, tandis que ma mère s'essuyait les yeux avec un mouchoir monogrammé. J'ai levé la main pour faire taire sa tirade. Avant d'aller plus loin, je veux comprendre exactement ce qui s'est passé. Plus de mensonges, plus de manipulations. Au cours de l'heure qui suivit, la vérité émergea par fragments, chaque révélation plus surprenante que la précédente. L'empire immobilier de mon père était en déclin depuis des années, soutenu par des investissements de plus en plus risqués qui avaient fini par s'effondrer. Le mari de Diana l'avait effectivement quittée après avoir découvert qu'elle avait accumulé plus d'un demi-million d'euros de dettes secrètes sur sa carte de crédit. Mes parents avaient prévu de me demander d'héberger Diana et ses enfants indéfiniment pendant qu'ils tentaient de sauver ce qui restait de leurs biens. Nous allions bien sûr vous dédommager, insista mon père, bien que les détails de cette supposée compensation restaient commodément vagues. En traitant mes enfants comme des serviteurs et en leur disant de manger les restes, demandai-je, incapable de dissimuler l'agacement dans ma voix. Ma mère eut la décence de paraître embarrassée. C'était une formulation malheureuse. Le stress lié à cette situation a été énorme. Le stress ne vous pousse pas à dire à vos enfants qu'ils ne méritent pas le même repas que leurs cousins, Éléanore, intervint Patricia avec fermeté. Il révèle simplement ce que vous pensez vraiment d'eux. Au fur et à mesure que la conversation avançait, il est devenu évident que ma famille n'était pas venue pour s'excuser, mais pour obtenir mon aide selon ses propres conditions. Elle s'attendait à avoir accès à toute l'aide financière que Patricia me fournissait, la présentant comme son dû pour avoir inclus mes enfants et moi-même dans les réunions familiales pendant des années. Finalement, après avoir écouté leurs attentes et leurs exigences, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé avec mon cœur. Je suis prête à aider, mais selon mes conditions, pas les vôtres. Diana et ses enfants peuvent rester chez moi pendant 2 semaines, le temps de trouver un logement convenable. Pendant cette période, ils traiteront ma maison et mes enfants avec respect. Après cela, je vous aiderai à trouver un logement abordable et je vous mettrai en contact avec des services de conseil financier. Le visage de mon père s'est assombri de colère. Tu n'es pas sérieuse. 2 semaines? Des conseils financiers? Tu sais à qui tu parles? Oui, ai-je répondu calmement. Je parle à des membres de ma famille qui ont besoin de mon aide, mais qui ne m'ont jamais témoigné, à moi ou à mes enfants, le respect élémentaire. Cela va changer dès maintenant, sinon vous n'aurez aucune aide. Pour la première fois de ma vie, je voyais mon père rester sans voix. Ma mère semblait sur le point de s'évanouir sous le choc d'être traitée de cette manière. Diana me regardait avec un mélange de ressentiment et de respect naissant. Ce sont mes limites, ai-je poursuivi. Vous pouvez les accepter ou partir, mais elles ne sont pas négociables. À ce moment-là, en regardant leur visage, j'ai compris une vérité profonde. Le pouvoir qu'ils avaient sur moi n'avait toujours été qu'une illusion, entretenue par mon propre besoin d'approbation et d'acceptation. Maintenant que je ne recherchais plus ni l'un ni l'autre, ce pouvoir s'était évaporé comme la brume matinale. 6 mois peuvent tout changer. Assise sur la terrasse de ma nouvelle maison, regardant mes enfants jouer dans le grand jardin avec leurs cousins, j'ai du mal à croire à quel point nos vies ont changé depuis ce dîner fatidique du dimanche. Les premières semaines après la confrontation ont été difficiles, mais nécessaires. Fidèle à ma parole, j'ai permis à Diana et à ses enfants de rester temporairement dans notre petit appartement. La promiscuité a forcé des conversations qui auraient dû avoir lieu il y a des années, perçant le voile de faux-semblants qui nous séparait en tant que sœurs. Une nuit, après que les enfants se soient endormis, Diana s'est effondrée et a admis à quel point elle m'en voulait d'être indépendante. Comment, sous ses vêtements de marque et son maquillage parfait, elle s'était toujours sentie comme une coquille vide, entièrement définie par les attentes et le soutien financier de nos parents. Tu t'es construit ta propre vie, m'a-t-elle avoué en pleurant. Je n'ai jamais appris à le faire. Cette conversation a marqué le début d'une nouvelle compréhension fragile entre nous. Pas une amitié instantanée, mais un respect mutuel qui n'avait jamais existé auparavant. Avec l'aide de Patricia, j'ai acheté une maison confortable de 4 chambres dans un bon quartier scolaire, avec un jardin où les enfants pouvaient jouer et de l'espace pour que je puisse lancer une petite entreprise de conseil en éducation à côté.
La confiance qu'elle a instaurée a permis à Lily et Jonas de ne jamais avoir à se soucier des frais de scolarité ou des frais médicaux, ce qui m'a libérée d'un énorme poids que je portais depuis leur naissance. Mes parents ont considérablement réduit leur train de vie, quittant leur villa pour un modeste appartement en copropriété. La transition n'a pas été facile pour eux, en particulier pour ma mère, qui a eu du mal à accepter la perte de son statut social. Mais au fil des mois, j'ai commencé à voir de subtils changements chez eux aussi. Mon père, contraint de prendre sa retraite lorsque son entreprise a finalement fait faillite, s'est découvert une passion inattendue pour le travail du bois. Ma mère, d'abord désemparée sans son personnel et sa grande maison à gérer, s'est progressivement impliquée dans des activités bénévoles au sein de la communauté, qui semblaient lui donner un but au-delà des apparences. Diana a trouvé un appartement adapté à son nouveau budget et, pour la première fois de sa vie d'adulte, a pris un emploi dans une boutique de vêtements. Ce travail convenait à son sens inné de la mode et à ses compétences sociales. Et même si le salaire était modeste par rapport à son ancien style de vie, j'ai parfois aperçu une fierté sincère lorsqu'elle évoquait une journée réussie ou un client qu'elle avait aidé. Plus important encore, la dynamique avec les enfants a radicalement changé. Sans l'atmosphère toxique de comparaison et de favoritisme, les 4 cousins ont commencé à développer de véritables amitiés. Max et Sophie, initialement mécontents de leur situation financière réduite, se sont progressivement adaptés et ont même semblé soulagés par les attentes plus structurées de leur nouvelle vie. Les séances hebdomadaires de thérapie familiale, une autre condition que j'avais imposée pour continuer à m'impliquer, nous ont tous aidés à naviguer dans les émotions et les schémas complexes qui avaient défini nos relations pendant si longtemps. Notre thérapeute, le docteur Gabriel Winters, nous a habilement guidés à travers des conversations difficiles sur la douleur, les attentes et la possibilité de pardonner sans oublier. Les limites ne sont pas des murs, nous a-t-elle rappelé lors d'une récente séance. Ce sont des clôtures avec des portails que vous contrôlez. C'est vous qui décidez quand les ouvrir et quel accès autoriser. Cette sagesse m'a aidé à maintenir l'équilibre délicat entre la compassion pour la situation de ma famille et la protection de mon propre bien-être émotionnel. Je pouvais offrir mon aide sans sacrifier mon estime de moi-même ni le sentiment de valeur de mes enfants. Patricia est devenue une présence régulière dans nos vies, la figure de grand-mère que mes enfants avaient toujours méritée. Sa sagesse, son humour et son soutien inconditionnel ont guéri des blessures dont je n'avais même pas conscience. Parfois, la famille dont nous avons besoin n'est pas celle dans laquelle nous sommes nés, m'a-t-elle dit un jour alors que nous regardions les enfants jouer. Parfois, nous devons la créer nous-mêmes. Un dimanche soir, presque 6 mois exactement après l'incident du plat à emporter, j'ai organisé un dîner familial dans ma nouvelle maison. Alors que tout le monde était réuni autour de ma table, le contraste avec nos anciennes traditions du dimanche ne pouvait être plus frappant. La conversation s'est déroulée naturellement, sans les sous-entendus de jugement et de compétition qui empoisonnaient autrefois chaque interaction. Lorsque Lily a fièrement montré à tout le monde son dernier projet artistique, ma mère l'a examiné attentivement avant de lui faire des compliments sincères et précis. Plus tard, alors que je débarrassais la table, mon père s'est approché de moi avec maladresse. « Tu as une belle maison, Anna », m'a-t-il dit d'une voix empreinte d'une humilité inhabituelle. « Et tu as fait un travail remarquable avec tes enfants. » Venant de lui, cette simple reconnaissance signifiait plus que n'importe quel geste grandiose. « Merci, papa », ai-je répondu, acceptant cette branche d'olivier pour ce qu'elle était. Ce n'était pas une excuse pour des décennies de favoritisme, mais peut-être le début de quelque chose de nouveau. Le parcours n'a pas été parfait. Les vieilles habitudes refont surface, surtout en période de stress. Diana retombe parfois dans son attitude de privilégiée. Ma mère fait parfois des comparaisons insensibles, et mon père a encore du mal à s'intéresser aux réussites de mes enfants. Mais la différence aujourd'hui, c'est que ces comportements sont abordés ouvertement plutôt que subis en silence. Ce que j'ai appris à travers tout cela, c'est que parfois, les moments les plus difficiles ouvrent la voie à une vie meilleure. Que se défendre soi-même et défendre ses enfants n'est pas égoïste, mais essentiel. Qu'apprendre aux autres à vous traiter correctement demande du courage, mais apporte la liberté. Mais surtout, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire l'histoire de sa famille, pour briser les schémas toxiques qui persistent depuis des générations. Chaque fois que je vois mes enfants se tenir un peu plus droit, parler avec un peu plus d'assurance, je sais que quelles que soient
les difficultés qui nous attendent, nous avons déjà remporté la bataille la plus importante. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes confronté à une dynamique familiale similaire, sachez que vous méritez respect et gentillesse. Fixer des limites n'est pas une punition pour les autres. C'est une façon de vous protéger, vous et ceux que vous aimez. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est simplement de vous éloigner de la table où l'amour est servi avec des conditions et d'en trouver une où tout le monde est nourri de manière égale. J'aimerais beaucoup entendre vos histoires sur la façon dont vous avez résisté à la toxicité familiale ou fixé des limites qui ont changé vos relations. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience ou poser vos questions. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour découvrir d'autres parcours de guérison et de transformation. Et n'oubliez pas que partager ces histoires aide les autres à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton Partager si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et puissiez-vous trouver le courage de créer la vie familiale que vous méritez vraiment, que ce soit avec la famille dans laquelle vous êtes né ou celle que vous choisissez de créer.